De foi et d'unité, que tous les enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest soient tout amour, que servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Cher patrie, très chère, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre pays, à toi l'amour et le grand honneur. Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis Maître Nour et le comité d'organisation de cette conférence m'a chargé de vous entretenir, n'est-ce pas, sur le rôle de la communauté européenne dans la résolution du conflit au Cameroun. Donc, vous aurez remarqué, n'est-ce pas, sur les affiches qui annonçaient la conférence, que la personne qui devait vous parler de ce premier point, c'est Madame Maria Arena, qui s'est trouvée indisponible, donc je la prends un peu à pied levé, effectivement, parce que jusqu'à ce matin, on ignorait qu'elle serait dans l'impossibilité de venir. Donc, s'agissant du Cameroun, n'est-ce pas, quand il faut mouiller ma chemise, j'y vais sans peur, et je compte, n'est-ce pas, sur votre contribution pour que cette conférence se passe bien et que nous apprenions les uns les autres, n'est-ce pas, un maximum à l'issue de cette soirée. Donc, lorsqu'on est Camerounais, un pays d'Afrique centrale, on peut bien se demander, mais en fait, on me parle du rôle. Pourquoi est-ce que le rôle de la communauté européenne qui est située à l'autre bout du monde, de l'Afrique, n'est-ce pas, m'intéresserait? Pourquoi est-ce qu'on s'interrogerait, n'est-ce pas, sur son rôle à jouer dans la résolution du conflit? Parce qu'en plus, un conflit camerounais, pourquoi est-ce que aller chercher tout le monde? Donc, sans vouloir m'étendre, n'est-ce pas, sur les relations anciennes ou historiques qui lient les pays membres de l'Union européenne, la plupart d'entre eux et le Cameroun, je dois dire effectivement que la communauté européenne ou l'Union européenne est régie, n'est-ce pas, par des traités d'ailleurs, pas un seul. Et c'est parce que des personnes qui à la base étaient quelques-unes, je pense 9 au départ, puis 27 aujourd'hui, ont décidé effectivement qu'il y a des grandes questions qui touchent l'humanité entière et qu'il fallait, n'est-ce pas, se mettre d'accord sur un certain nombre de points, sur un certain socle de droits, n'est-ce pas, pour rendre la vie en commun possible. Ils se sont mis ensemble, ils ont travaillé beaucoup et ont réglé ensemble les questions économiques, par exemple, les questions sociales parfois, et surtout les questions, n'est-ce pas, concernant les droits humains. Et c'est parce que les droits humains, il faut dire d'abord, avant de préciser cela, que le Cameroun, n'est-ce pas, ensuite, ces traités-là conçus d'abord dans la communauté européenne, ont été proposés aux pays amis, en tout cas même parfois aux pays du monde entier, qui voulaient bien adhérer, qui voulaient donc, n'est-ce pas, adhérer à ces traités-là. Et ces pays, lorsqu'ils ont ratifié ces traités, n'est-ce pas, se voient donc soumis aux règles, ou à l'ensemble des règles positives, comme moins positives, contenues donc au régime ou par ces traités. Et c'est pourquoi, effectivement, des Camerounais qui se trouvent en difficulté au Cameroun, parce que leurs droits humains sont méconnus, parce qu'il y a des atteintes insupportables dans le cadre donc, prévu par ces traités, ou plutôt protégés par ces traités, ils ont tout à fait le droit, n'est-ce pas, selon la procédure qui a été arrêtée, de saisir cette même communauté européenne pour effectivement dire où elle en est avec cela. Donc c'est pourquoi vous verrez effectivement qu'il y a par exemple une délégation camerounaise a été au Parlement européen, rencontrer notamment la commission la représentante de la commission des droits de l'homme au sein de l'Union européenne, plus quelques représentants dont des députés ou des députés eux-mêmes qui étaient un certain nombre, n'est-ce pas, à être venus pour que nous leur exposions, n'est-ce pas, les drames que nous vivons au Cameroun, le génocide entre autres, le rôle électoral, les tortures que subissent les prisonniers politiques, l'abjection de ce que nous appelons la justice chez nous, une justice effectivement qui est profondément injuste. C'est pourquoi effectivement il était juste et fondé, bien fondé, que nous puissions, n'est-ce pas, aller les saisir et, n'est-ce pas, leur dire ce qui se passe chez nous. Alors, quel rôle
pour ne pas être très longue, je vais revenir effectivement au problème qui m'a été posé. Ça veut dire quel rôle peut jouer donc l'Union européenne dans la résolution du conflit. Disons donc que le Cameroun étant soumis, comme je viens de l'expliquer, aux traités et conventions internationales qu'il ratifie en tant que pays, ou qu'elle en tant que nation. Donc il faut effectivement, lorsqu'en cas de manquement à ces obligations, que des personnes puissent en référer dans l'Union européenne. C'est ce que nous avons fait, ce qui a d'ailleurs donné lieu à une résolution rendue par le Parlement européen. Donc, je peux dire que la communauté européenne peut beaucoup et elle peut aussi, en quelque sorte. Elle peut beaucoup parce qu'effectivement, elle est capable de prendre des mesures comme des résolutions qu'elle a prises dernièrement, au mois d'avril dernier, n'est-ce pas, conseillant au Cameroun, parce que les résolutions, on fixe, mais la raison, ça peut décevoir certains, c'est qu'elle n'a pas force exécutive. La résolution est quelque part un fort encouragement à avoir un certain comportement, à se comporter d'une certaine façon, à ramener la paix. Il y a plusieurs points de cette résolution qui concernaient effectivement la cessation immédiate des violences au nord et au sud-ouest, qui concernait par exemple l'appel à un dialogue inclusif, qui concernait effectivement la libération sans condition des prisonniers politiques, et donc qui concernait le retour à la paix, le refus des tortures et surtout l'interdiction du refus des marches des opposants au Cameroun. Donc il y a eu un certain nombre, je ne les citerai pas dans le détail, mais je crois vous avoir parlé donc des principales résolutions puis rendues à cette période-là, n'est-ce pas, par la communauté européenne, n'est-ce pas, en faveur du Cameroun, en tout cas des combattants camerounais, puisqu'il s'agissait de leur demande. Bon, le problème, vous voyez tous effectivement que cette résolution a été prise au mois d'avril dernier, nous sommes au mois de septembre, et que rien n'a vraiment changé sur le terrain. Au contraire, on se rend compte, alors que les tortures, par exemple, étaient interdites, elles sont encore pires qu'avant, on se rend compte effectivement que les prisonniers sont retirés, sont enlevés nuitamment et sont, n'est-ce pas, renvoyés alors qu'ils sont déjà en détention provisoire et souvent selon une procédure très illégale, renvoyés, n'est-ce pas, dans les commissariats où ils sont torturés par des tortures absolument inacceptables. Je pense que chacun de vous a vu quelques vidéos, quelques photos qui circulent assez librement d'ailleurs et souvent réalisées par les tortionnaires eux-mêmes, qui tendent ainsi, qui espèrent ainsi, n'est-ce pas, décourager les combattants et leur faire lâcher pour certains la lutte, ou en tout cas calmer leur ardeur, si on peut le dire sans ici. Donc, ils ont repris de plus belle, alors qu'il y avait donc une résolution qui était assez claire sur les attentes de la communauté européenne, sur les attentes de la communauté européenne par rapport au gouvernement du tyran M. Biya. Et il s'est dit, pour parler camerounais, il a dit, qu'est-ce que vous allez me faire? Et pour cause, parce qu'une résolution n'est pas assortie immédiatement souvent de sanctions. Ça veut dire que la résolution, après enquête, est faite par le Parlement européen, ce sont les députés donc, qui n'ont aucune force exécutoire, sauf si elles suivent une autre procédure, n'est-ce pas, qui va mener à la fin la résolution sur la table du Conseil européen. Donc ce sont des schémas, enfin des procédures assez complexes pour que je me mette là aujourd'hui à détailler, d'abord parce que je ne suis pas internationaliste forcément, j'en sais assez pour partager mes connaissances avec vous, mais je ne suis pas, n'est-ce pas, spécialisé dans le droit international. Cela dit, effectivement, il faut que la résolution rendue par le Parlement européen, donc par les députés, les représentants donc, du peuple, puissent se retrouver devant la table du Conseil de sécurité pour recevoir force exécutoire. Recevoir force exécutoire, c'est qu'à partir de ce moment-là, si le vote permet que la résolution, enfin, les problèmes évoqués dans la résolution sont suffisamment graves, à ce niveau-là, effectivement, on prend des mesures qui peuvent aller crescendo en fonction des atteintes qui sont constatées sur le terrain. Donc, on va commencer parfois par le gel des biens, par l'interdiction des visas, par la confiscation pour l'interdiction. Parfois, la sanction va
concerner tout un gouvernement et les membres de leur famille, on va saisir leurs biens en Occident et tout le reste. Et après, comme dans le cas du Cameroun, si effectivement rien n'est fait et que des centaines de milliers de Camerounais continuent à perdre leur vie, à être torturés tous les jours, il arrivera un moment où effectivement le Conseil des Nations Unies va se voir dans l'obligation, n'est-ce pas, d'envoyer des forces d'interposition sur le terrain afin, n'est-ce pas, de faire cesser ces violences qui sont faites aux populations. Donc voilà, elle dit ainsi. Donc, lorsqu'on a tracé ainsi donc, la possibilité de la communauté européenne, à travers son Parlement, de prendre des résolutions et par la suite, à travers son Conseil européen de sécurité, de prendre des sanctions qui sont applicables, bien entendu, parce que ce sont aussi effectivement les étapes prévues par le traité européen, par la Convention européenne, notamment de défense des droits de l'homme. Donc, ces conventions, les sanctions vont y aller. Lorsqu'on a dit ça, bon, une résolution peut être prise et ensuite appliquée donc, par le Conseil, on peut se dire, tout va aller bien, tout va être très très simple. Il suffit donc que notre dossier arrive sur la table du Conseil Conseil de sécurité des Nations, de l'Europe, c'est l'Europe, c'est pas les Nations Unies, c'est de l'Europe dont il est question ici. Donc, on peut se dire, donc, c'est cool. Ça veut dire que quand ça va arriver là-bas, ça va recevoir exécution. Mais ce serait effectivement oublier un peu le côté intéressé qui lie, n'est-ce pas, les nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut jamais oublier que la communauté européenne entretient, n'est-ce pas, avec les États, certains États africains, notamment le Cameroun, parce que c'est de lui qu'il s'agit, de nombreuses relations qui sont économiques, qui sont politiques, qui sont... Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est donc que la communauté européenne entretient de nombreuses relations en tant que groupe, déjà, avec notamment le Cameroun. Et ces relations-là font qu'effectivement, lorsque les pays de la communauté européenne vont souhaiter effectivement appliquer des sanctions, elles peuvent ne pas être unanimes. Parce que les intérêts des uns et des autres pourraient effectivement être engagés par ces sanctions, entraîner des pertes, etc. etc. Donc c'est vraiment un vrai de faire parfois qu'il y a entre les membres de l'Union européenne, certains des pays membres de l'Union européenne, pour l'application, n'est-ce pas, de certaines sanctions. C'est pourquoi parfois je dis effectivement en tant que communauté, si on ne prend pas certains pays effectivement qui sont plus pointus sur le respect des droits de l'homme, on peut dire effectivement que la communauté européenne peut apparaître à la fois comme pompier et pyromane. Elle est pyromane parce qu'effectivement elle met le feu souvent par rapport à ses propres intérêts. Elle est pyromane parce que certains pays en son sein vont préférer conserver des relations avec un dictateur parce que ça arrange leurs affaires, parce que ça facilite effectivement leur accès, par exemple, aux matières premières, c'est le cas du Cameroun, plutôt effectivement, et parfois même parce que ça leur permet à eux de contenir ce qu'on a appelé les terroristes. Le terrorisme Boko Haram, par exemple, fait que pendant longtemps, personne n'a osé dire à M. Biya parce que quelque part, il endiguait, c'est-à-dire qu'il prétendait protéger le Cameroun et donc le reste donc, de la zone centrafricaine de Boko Haram. Donc, du coup, ils pouvaient continuer à massacrer les Camerounais en paix et on se disait toujours, bon, après tout, c'est mieux ça, parce que si on ne sait pas si Boko Haram, en plus, s'ils envahissent l'Afrique, on ne pourra plus faire les affaires et surtout, ils pourront effectivement, finalement, exporter leur guerre, leur revendication en Occident. Donc, il endiguait cela. Ce qui fait que, bon, c'était été frileux, n'est-ce pas, à remettre en question et leurs intérêts économiques et leurs intérêts, n'est-ce pas, leurs intérêts économiques et même leurs intérêts sécuritaires. C'est le mot que je cherchais, sécuritaire. Bon, cela dit, effectivement, lorsque on en arrive, effectivement, parce que les décisions au sein que ce soit du Conseil ou du Parlement, se prennent quand même à la majorité, cela dit, lorsqu'effectivement, il en arrive que les peuples hurlent comme nous hurlons,
il se trouve que là aussi, il y a soit des négociations qui se passent entre les pays membres, soit effectivement des bras de fer où effectivement certains vont prendre leurs responsabilités et souhaiter que ça passe ailleurs. Donc il n'y a pas de désespoir à avoir. C'était simplement pour dire que sans être d'un optimisme, d'un pessimisme finalement, ne soyons pas d'un optimisme béat parce que le travail ne fait que commencer. Donc il y a la résolution, il y a le suivi de la résolution. Il y a maintenant à ce qu'on veille à ce que les sanctions prises ne soient pas des sanctions prises du dos de la cuillère, mais des sanctions qui, à proche ou à moyen terme, n'est-ce pas, vont pouvoir nous sortir de la situation catastrophique dans laquelle nous nous situons. Je vous remercie. Merci comme ça infiniment.